Well, good morning, good afternoon, good evening. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à cette série de webinaires qui va se focaliser sur les opportunités d'engagement significatif pour changer le pouvoir. Je vais vous présenter les différents intervenants qui vont nous joindre aujourd'hui. Moi, je m'appelle Nandita Nate et je suis basée à Genève. Je travaille pour l'OMS en Suisse. Et je vais faciliter cet événement avec ma collègue Goodness O'Day. Bonjour à tous, merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et merci Nandita. Alors avant de commencer et de passer aux diapositives suivantes, j'aimerais simplement vous présenter quelques points logistiques. Alors, cette discussion aujourd'hui, il faut vraiment qu'elle soit interactive. Donc, on ne va pas vraiment avoir un format de webinaire, on n'aura pas de diapositives. On va plutôt avoir un chat ouvert et on espère que vous concevrez cet espace comme un espace respectueux et sûr. Pour faciliter la conversation. Aucun de nous vraiment n'avons les réponses aux questions. On est vraiment ici pour discuter de manière ouverte, avec honnêteté, sur les problématiques, les problèmes auxquels on fait tous face. Alors, on a de l'interprétariat aujourd'hui en anglais et français, donc si vous voulez écouter la version de cette discussion dans l'une ou l'autre langue, vous pouvez sélectionner votre langue en bas dans le menu. Et enfin, cette réunion sera enregistrée. On va publier ce webinaire sur le site de l'ICFP. Je vais maintenant donner la parole à Goodness qui va nous parler un peu de l'agenda, de l'ordre du jour. Merci beaucoup. Alors, on a promis d'avoir une conversation très robuste. Donc voici quelques thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. On vous a déjà donné la bienvenue, on vous a déjà parlé de la logistique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va vous donner un aperçu des activités que l'OMS a menées avec le réseau IBP. Cet événement, il est organisé par la communauté de pratique pour le changement de pouvoir qui est dirigée par le sous-comité pour le changement de pouvoir de l'ICFP. Donc, j'aimerais vous donner quelques actualités sur ce sous-comité. Et ensuite, on va vraiment en venir au thème d'aujourd'hui. Donc, on va écouter nos panélistes qui sont tous et toutes incroyables. On va parler bien sûr de ce que c'est que l'engagement significatif, mais surtout, on voudrait vous entendre tous et toutes. On aimerait savoir plus en quoi consiste votre travail et aussi comment est-ce que votre travail se traduit à un engagement significatif dans cet espace. Ce qu'on veut vraiment, c'est apprendre de vous et en savoir plus sur le travail que vous menez. Et puis après ça, on va conclure cette session et puis parler un peu de ce qu'on devrait attendre de cette communauté de pratique et des prochaines étapes. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à ma collègue Nandita et merci beaucoup Goodness. Alors, je vais juste passer quelques minutes pour vous parler un peu de l'OMS et du réseau IBP puisqu'on travaille sur ces sujets-là depuis un petit moment. Comme vous le savez peut-être, on est un réseau d'ONG et d'organisations de la société civile. On soutient la dissémination, l'utilisation de pratiques fondées sur des données probantes dans le domaine de la planification familiale. Donc, notre réseau implique aussi un programme de recherche. Et il y a quelques années, nos partenaires nous ont demandé de faire une espèce de bilan sur le langage qu'on utilise pour parler de décolonisation de la santé mondiale. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait des incohérences dans la manière dont les personnes utilisent ces termes.
Et beaucoup de gens avaient vraiment l'impression que c'était un agenda qui était dirigé au niveau mondial, dirigé plutôt par les pays du Nord, en particulier les États-Unis. Et en fait, une des personnes, un de nos répondants en fait à notre enquête a dit, vous savez, on dirait que la décolonisation de l'agenda de la santé mondiale a été colonisée. Donc, ce qu'on a décidé, c'est d'organiser à la suite de ça un webinaire l'année dernière et on a regardé tous ces concepts de décolonisation et de localisation d'un point de vue historique. Et ça a déclenché réellement une discussion très honnête, très profonde sur ces thèmes-là. On a pris ensuite ce travail et on en a rédigé un article d'opinion et vous avez le lien dans le chat. Et à la suite de ça, ça a aussi déclenché du travail interne à l'OMS. On a lancé une recherche. On a aussi, donc on a engagé des consultants au niveau local pour travailler sur ces questions-là. Donc voici un peu ce sur quoi on s'est focalisé. Et ça a été mis en parallèle avec le travail qui a été mené par l'ICFP et le sous-comité qui se focalise sur le changement de pouvoir. Et donc, on a décidé ensuite d'établir une communauté de pratique. Donc, je vais vous dire quelques mots à la diapositive suivante sur cette communauté de pratique en particulier. Mais avec l'ICFP, donc, et l'OMS, on a décidé de créer un espace pour le dialogue et la discussion. Et on voulait utiliser une plateforme qui était durable. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec l'OMS. Et l'objectif, c'est vraiment de complémenter et pas de dupliquer les efforts existants, parce que beaucoup de personnes travaillent déjà sur ces thématiques-là. Et l'idée, donc, à nouveau, c'est de complémenter, pas de dupliquer les efforts. L'une des choses qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que vous faites dans vos espaces de travail pour nous assurer qu'on ne soit pas en train de dupliquer vos efforts. Alors, ce qui concerne l'étendue du travail, un peu de cette communauté de pratique, alors nous, on voudrait organiser des webinaires. Une, par exemple, sur les changements organisationnels et structurels. Donc ça, vous voyez les sujets qui sont présentés ici. Sur la diapositive, ce sont des suggestions. On est ouvert à d'autres suggestions. On ne veut pas imposer ces sujets-là, bien sûr. Et à présent, j'aimerais donner la parole à Goodness qui va nous parler un peu plus du comité pour le changement de pouvoir de l'ICFP. Je crois que Goodness est en train de travailler. Donc, ce que je vais proposer... Peut-être que d'autres collègues de l'ICFP sont en ligne. Amanda, est-ce que je peux te donner la parole? Peut-être que tu veux bien présenter? Bien sûr, mais je ne suis pas aussi bonne que Goodness, alors peut-être qu'elle va réussir à se reconnecter. Mais bonjour à tous, je m'appelle Amanda Burgess, je suis basée dans la région de Baltimore. Depuis l'ICFP en Thaïlande, on travaille ensemble pour continuer à dialoguer au sein de la communauté et de partager des ressources. Donc on a passé un peu de temps et on essaie d'en passer un peu plus pour actualiser notre site internet, pour inclure des ressources, une librairie en fait, une bibliothèque de ressources pour documenter tout ce que nos collègues nous ont transmis pour qu'on ait toutes ces ressources en un seul lieu et que tout le monde puisse accéder à ces ressources-là. Parce qu'il y a vraiment des ressources très importantes de l'OMS. Donc notre travail, c'est de compiler toutes ces ressources et les mettre en un seul et même endroit. On essaye aussi d'organiser et de faire connaître les événements qui à venir, en fait. Parce qu'on sait que beaucoup de collègues, par exemple à l'Initiative Time, et on sait qu'il y a d'autres groupes qui travaillent sur ces questions. Donc comme Andita l'a dit, on n'est pas les seuls à en parler et on n'est pas des experts à vrai dire, donc on fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux
pour essayer de poursuivre cette conversation et apprendre collectivement au fur et à mesure qu'on avance. On a organisé plusieurs ateliers donc à la réunion annuelle de PAA qui a eu lieu en avril dernier. On a tenu une conversation très intéressante avec des chercheurs, des chercheuses sur comment est-ce qu'on pourrait inclure mieux les communautés sur lesquelles et avec lesquelles on travaille dans le cadre des études de recherche, dans ces contextes-là. Et donc, on a eu vraiment des conversations très intéressantes. On a appris beaucoup de choses. Je sais que nos collègues de la Global Roadmap of Action sont ici, nous écoutent ce soir, enfin aujourd'hui. Et donc, on aimerait en savoir un peu plus sur ce qu'ils sont en train de faire avec Women Deliver. Et comment est-ce qu'ils parlent de ces thématiques dans l'espace qui se focalise sur les jeunes. On travaille aussi avec l'association interdisciplinaire pour les sciences de la population et de la santé. Mais ce qu'on veut aussi, c'est s'assurer que ces conversations aient lieu aussi dans d'autres événements, dans le cadre d'autres rencontres. Donc, si vous êtes intéressé par un partenariat avec nous, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et à présent, j'aimerais redonner la parole à Nandita. Et je vais bien sûr mettre le lien de notre site internet dans le chat. Merci Amanda. Je crois que Goodness est en train d'essayer de revenir en ligne, donc j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre. Mais bon, je voudrais continuer la présentation parce que je voudrais donner la parole à nos panélistes. On peut maintenant passer au panel. Donc je vais vous présenter d'abord les présentateurs et puis ensuite je vais arrêter de partager l'écran pour que vous puissiez voir nos panélistes. Notre première panéliste est Assaita Fall. Elle est directrice du bureau Afrique et représentatrice du bureau Afrique de l'Ouest et de centrale de PRB. Notre panéliste suivant s'appelle Ernest Wisen. Il est président de la coalition pour les organisations religieuses pour les droits humains. Il va nous parler un peu du contexte local au Malawi où il vit. Et enfin, notre troisième intervenant s'appelle William Artuk. Il vient de Tanzanie. Il a aussi été beaucoup impliqué dans l'ICFP et il travaille avec les jeunes. On est très heureux de l'avoir ici avec nous. Donc merci à tous de nous avoir rejoints. Ce qu'on aimerait faire à présent, c'est de commencer. On va travailler d'abord. Aïssata, on va commencer avec vous. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans la conversation d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est important de parler de ce changement de pouvoir? Alors, je voudrais vous dire aussi que Aïssata va présenter en français. Donc, si vous voulez écouter la traduction. Merci Nandita. J'espère que je suis sur le bon canal pour la traduction. Merci pour cette opportunité. Bonjour à tout le monde. Donc, avant de commencer, je voudrais juste préciser une chose, parce que c'est important pour la suite. Donc, je travaille pour une ONG internationale, donc PRB. Je suis basée à Dakar, je suis directeur Afrique, mais le fait d'être basée à Dakar et qu'on s'enregistre au Sénégal en tant que PRB ne fait pas de moi un acteur local ni une ONG locale. Et ça, je pense que c'est important. On reste une ONG internationale et j'ai donc cette fonction spécifique d'être sur le continent où on intervient et de faire le lien avec le siège pour PRB. Et merci d'avoir fait ce webinaire avec une traduction parce que c'est pas courant. Donc, ceux qui me connaissent sachent que je défends le fait qu'on doit aussi pouvoir donner l'opportunité au milieu francophone de pouvoir s'exprimer. Mais c'est particulièrement intéressant ici sur la question sur le power shifting et on va laisser en anglais pour la traduction. Parce qu'en français, le power shifting, ça peut être traduit comme le transfert de pouvoir, comme la redistribution, comme le déplacement du pouvoir, comme le changement du pouvoir ou comme la mutation du pouvoir. Donc, en fait, selon le sens qu'on veut lui donner, selon le contexte dans lequel on va en parler, ça va vraiment avoir 5 à 6 significations différentes parce que c'est très différent de transférer du pouvoir
ou de le déplacer ou de le redistribuer. Et à mon avis, ce dont on parle, c'est un peu tout ça, parce qu'il s'agit de faire évoluer des processus de prise de décision dans un secteur qui implique différents types d'acteurs, avec justement des niveaux de pouvoir différents, des niveaux de pouvoir de prise de décision complètement différents, si on reste dans notre secteur de la santé sexuelle. Et surtout, chacun des acteurs a une ou des fonctions assez spécifiques dans l'agenda à faire progresser pour la santé sexuelle reproductive. Et ce sont des fonctions qui ont évolué depuis qu'on travaille dans le développement, dans le secteur du développement, et qui évoluent encore. Donc, je vais prendre le mot transfert de pouvoir, ce qui est un peu ce que je comprends le mieux quand je vois comme on nous demande d'intervenir là-dessus. Pourtant, je pense que c'est certainement une redistribution dont on a besoin. Mais donc, il faut bien simplifier. En français, il y a trop de mots. Donc, le transfert de pouvoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter, quel que soit le domaine, hein, mais qu'on ne peut pas discuter en ignorant que c'est étroitement lié à la localisation. Donc, ça fait effectivement référence à la redistribution du pouvoir et de ressources d'acteurs dominants vers des groupes marginalisés. C'est comme ça, aujourd'hui, que c'est grosso modo discuté. Je travaille en Afrique. Si on parle des groupes marginalisés en Afrique, on va parler, nous, des groupes qui sont vraiment marginalisés parce qu'on a des groupes qui ont le pouvoir, qui sont pas du tout marginalisés, qui prennent des décisions et qui sont mis dans le même sac quand on parle de power shifting, donc de transfert de pouvoir, de localisation. On met tout le monde ensemble comme s'il fallait d'un seul coup pouvoir tout transférer et on ne regarde pas forcément les différentes couches qui nécessitent différentes approches. La localisation, dans notre contexte de travail, dans l'aide au développement, elle fait référence beaucoup à un processus de transfert de propriété, de contrôle et de pouvoir de décision. Encore une fois, des acteurs qui sont dits externes. Donc, si je suis en Afrique, je vais dire externe en Afrique. Et puis, vers les communautés et organisations locales. Donc, ça, c'est vraiment le mot qu'on entend tout le temps, le transfert aux communautés, le transfert aux organisations locales, avec une approche qui a l'air de mettre l'accent sur l'importance de renforcer la capacité des acteurs locaux, et je mets locaux entre guillemets, parce que on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Donc, renforcer leur capacité à diriger les efforts du développement. Donc, grosso modo, c'est à utiliser les fonds comme les bailleurs le souhaitent pour atteindre les résultats qui sont peut-être définis ensemble. Je dis acteurs locaux entre guillemets parce que aujourd'hui, et ça n'engage que moi, hein, je n'ai pas de définition pour le secteur. Et ça n'engage que moi et mon expérience. On est quand même fortement poussé par les bailleurs pour aller vers ces acteurs locaux et être défini comme une organisation locale ou une ONG, on va dire, nationale, alors à l'opposé d'international, et quelque chose une définition qu'on va faire varier en fonction des fonds qu'on veut obtenir. Et j'ai un très bon exemple concret que je vais citer. Amref sont des partenaires. C'est une organisation qui est basée au Kenya, une organisation qui est africaine, puisqu'ils ont un bureau régional en Afrique de l'Ouest. Et la question qui a été posée à plusieurs bailleurs, par moi, mais aussi par eux, qu'est Amref? Est-ce que Amref est une organisation locale? Ben non, ils ont des bureaux dans toute l'Afrique. S'ils sont une organisation internationale, ils sont au même niveau que PRB et d'autres, donc ils n'ont plus accès aux mêmes fonds. Et les organisations panafricaines, ça n'existe pas, et heureusement. Donc en fait, pour les bailleurs, je pense que pour les ambitions de localisation ou de changement de pouvoir, c'est plus intéressant qu'ils ne se définissent pas comme organisation internationale. Donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui vraiment, et ça s'est accéléré depuis 1 an, 18 mois, dans cette confusion de définition où les bailleurs eux-mêmes nous répondent non, mais on verra au cas par cas. Parce que voilà, si nous, on a des fonds et qu'on veut subventionner alors, si on est prime, je sais même pas le dire en français, si on est les premiers récipiendaires et qu'on veut subventionner, et on le voit sur des projets, ce serait mieux qu'on arrive à avoir des subventionnés qui soient vraiment locaux. Alors, locaux, en fait, ça veut tout bêtement dire enregistrés localement. Ça veut pas, on va pas regarder plus loin pour savoir vraiment d'où vient l'expertise, comment est-ce qu'elle a été construite, etc. Donc, ces deux concepts sont assez compliqués et dans notre vie quotidienne d'ONG, parce que
quand même, les définitions, c'est vraiment ce qui sort des livres, c'est ce qui sort de ce qu'on peut lire. Mais dans notre vie quotidienne, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur du développement, dans l'industrie du développement, la localisation, et je dis localisation ou transfert du pouvoir parce que c'est vraiment complètement combiné et imbriqué. Ça consiste soit à décentraliser des activités d'une ONG internationale en transférant les pouvoirs de prise de décision à des bureaux de pays ou des bureaux régionaux. Donc ça reste interne. C'est de la décentralisation, en fait, de l'assistance technique. Et on voit des bailleurs qui nous appuient pour ça, en se disant, tiens, si on s'enregistre localement, ce sera enregistré comme de la localisation ou du transfert de pouvoir. Et c'est complètement différent d'une localisation, entre guillemets, qui constitue à décentraliser des activités à transférer vers des organisations locales. Et là, ça pose la question de savoir si les organisations locales sont équipées pour faire face notamment à la gestion des risques qui est imposée par les bailleurs, des organisations qui n'ont pas jusque-là eu la possibilité de construire les compétences, qui se retrouvent mises en avant pour pouvoir, enfin, l'argent étant le nerf de la guerre, pour pouvoir accéder au fonds, pour justement faire ce processus. Donc, pourquoi c'est important? Pour moi, pourquoi c'est important? La réponse courte, pour moi, c'est important parce qu'il y a une mode mondiale et si on veut pouvoir travailler, on doit s'adapter. Pourquoi c'est important vraiment dans différents secteurs? C'est parce qu'on constate tous de plus en plus que c'est en train d'impacter notre manière de travailler, c'est en train de retarder nos capacités à développer des activités dans des processus de partenariat qui évoluaient vraiment dans le respect dans cet équilibre de décision, etc. Et aujourd'hui, il y a une accélération qui est assez inquiétante pour les résultats au niveau programmatique technique. Je m'arrêterai là pour l'instant. Merci. Merci Aïssata pour votre intervention, c'était excellent. Thank you very much. Aïssata, it was a great... Merci Aïssata pour cet aperçu du contexte en fait dans lequel on travaille aujourd'hui et puis ce regard que vous avez porté sur les définitions et ce qu'on veut dire par là. Et puis c'est une très bonne transition pour en venir à notre panéliste suivant qui a lancé une coalition d'organisations confessionnelles basée au Malawi. Donc c'est une coalition locale pour ainsi dire. Donc, Ernest, si vous vous appuyez ce que Aïssata a mentionné, ce serait très intéressant de connaître de votre perspective de ce que ça veut dire de diriger une coalition locale depuis le Malawi, à quoi ça ressemble à ce niveau local. Et peut-être que vous pourrez nous donner des exemples de comment est-ce que ce transfert de pouvoir Merci beaucoup, Nandita. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Ernest Wyson, je suis président et directeur général de la coalition des organisations à base communautaire pour les droits humains et la bonne gouvernance au Malawi. Et j'ai aussi fait partie des premières personnes qui ont établi cette coalition, qui a été créée et enregistrée auprès du gouvernement du Malawi en 2019. La coalition, donc, a été formée par un groupe de personnes qui ont vu le besoin essentiel d'avoir une voix qui représente vraiment et qui répond aux besoins des communautés dans le besoin. Et dès son début, cette coalition a soutenu et continue à soutenir le rôle central des communautés à travers le plaidoyer, le renforcement de compétences, le networking dans les 28 districts que compte le Malawi. Et depuis donc notre établissement en 2019, notre coalition s'est élargie de 20 organisations à base communautaire à plus de 1300 organisations à base communautaire aujourd'hui dans tous les districts du Malawi. Alors, nous sommes un membre du mouvement mondial pour le développement à base communautaire dirigé par la communauté au Malawi et nous défendons aussi le mouvement pour le transfert de pouvoir au Malawi.
on a fait beaucoup de chemin depuis qu'on a commencé et aujourd'hui nous sommes vraiment heureux d'avoir été jusqu'ici et d'avoir pu initier le mouvement pour le transfert de pouvoir au Malawi. Et nous travaillons en partenariat avec plus donc de 1000 organisations à base communautaire et c'est comme ça qu'on arrive à transférer le pouvoir. On en est vraiment fiers. Et ainsi, c'est comme ça qu'on arrive à conduire non seulement de la recherche centrée sur l'humain, dirigée localement, mais aussi à travers ce processus, on arrive à construire des capacités, des compétences communes et mutuelles. Le mouvement pour le transfert de pouvoir au Malawi essaye donc de trouver des formes de coopération plus équitables, c'est-à-dire des processus à travers lesquels les personnes qui vivent les expériences puissent déterminer pour elles-mêmes ce qui est important pour elles. Donc, nous, en tant qu'acteurs locaux, à quoi ça ressemble donc le transfert de pouvoir en matière de santé sexuelle et reproductive? Eh bien, pour nous, on considère que ce sont les personnes qui vivent, qui habitent, qui vivent le terrain, qui doivent prendre les décisions et qui doivent prendre part au processus de décision, de mise en œuvre des programmes. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas simplement des récipiendaires passifs de l'aide humanitaire, mais qu'ils soient des acteurs de la conceptualisation et de la mise en œuvre des programmes de santé sexuelle et reproductive. Donc, notre coalition, nous recherchons des ONG internationales et des bailleurs de fonds aussi qui puissent traduire cette vision dans des actions et pratiques concrètes. L'idée, c'est donc d'adopter des pratiques différentes de prise de décision, de système d'allocation de fonds, de mobilisation des ressources participatives. Et que donc l'aspect inclusif et participatoire doit donc se traduire à tous les niveaux, de la planification au suivi et évaluation. Mais il faut savoir que tous les processus de co-création ne sont pas tous créés équitablement et les organisations, les communautés locales ont rarement leur mot à dire en réalité dans ces processus de conceptualisation. Et nous croyons que en donnant une voix aux communautés, le fait de donner une voix aux communautés devrait être bien plus qu'une consultation. On devrait donner les rênes aux communautés. Mais malheureusement, il faut dire que on a observé que certaines ONG internationales s'inscrivent en tant qu'organisation locale dans les pays simplement pour avoir accès à certains financements qui sont réservés aux organisations locales et nationales. Et à vrai dire, les ONG internationales se reposent beaucoup sur les organisations nationales, généralement, pour définir leur stratégie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser pour compte et laisser de côté les communautés elles-mêmes. C'est absolument essentiel d'avoir la perspective des communautés elles-mêmes et bien souvent, on se préoccupe de l'intérêt des communautés après que les financements ont été obtenus, sécurisés. Dans la plupart des cas, ces consultations, entre guillemets, sont simplement symboliques, à vrai dire. Et on essaye de faire simplement correspondre des besoins à des objectifs stratégiques qui ont été prédéterminés par les bailleurs de fonds et les organisations qui sont chargées de mettre en œuvre les programmes. Donc c'est un échec vraiment d'inclure la communauté pour définir les priorités. Mais à vrai dire, ce que nous observons, c'est que les communautés locales sont souvent traitées comme des spécimens dans un tube, comme un laboratoire, plutôt que des déterminants actifs du changement ou de comment le changement devrait advenir. Les communautés locales doivent avoir les rênes et diriger leurs programmes à travers une approche non hiérarchique qui va du haut vers le bas, mais plutôt du bas vers le haut. Et ce sont donc les personnes qui ont du vécu, qui connaissent le terrain, qui doivent être impliquées
dans la décision, dans des rôles directifs. La localisation va améliorer la durabilité et avoir un impact sur l'aide étrangère internationale en permettant aux acteurs locaux et aux personnes qui ont l'expérience du terrain, en leur permettant de tenir les rênes de ces programmes. Et nous croyons que ces communautés, ce sont les communautés qui sont affectées directement par les programmes sociaux, qui sont en meilleure position pour juger des stratégies à employer. Alors, ce que nous pensons qui devrait être juste, c'est que les organisations internationales devraient donc transférer plus de leadership, en particulier pour la définition des priorités, la conception des projets et aussi la mesure des résultats aux personnes qui vivent et qui sont directement affectées par les programmes. Les organisations donc, internationales devraient aussi prendre des engagements pour aider à élever les voix des populations marginalisées qui ont été pendant très longtemps mises sous silence. Et ces organisations internationales devraient aussi investir dans les partenaires locaux pour créer leurs propres organisations et qu'elles améliorent et fassent croître, augmentent le leadership et l'autorité des personnes affectées en déterminant la façon dont leurs ressources seront utilisées. Les ONG internationales devraient donc co-concevoir, mettre en œuvre, évaluer les programmes de santé sexuelle et reproductive avec les partenaires locaux et les personnes qu'ils et elles représentent. Leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions devraient façonner les priorités et les stratégies des organisations internationales. Et les organisations internationales devraient aussi s'engager entièrement à augmenter les opportunités pour les communautés, les jeunes et transférer le pouvoir de ces programmes en matière de gouvernance, d'influence et en veillant à ce que la localisation soit quelque chose de concret à tous les niveaux. Et on a un appel aussi aux financeurs intermédiaires locaux qui devraient transférer aussi plus de pouvoir et devraient simplement administrer les financements pour les organisations, devraient leur permettre à ces organisations et ces groupes au niveau communautaire d'administrer leurs propres fonds. Et lorsque les ONG internationales redonneront aux acteurs locaux plus de pouvoir, plus de ressources, plus de réseaux, eh bien les résultats s'amélioreront substantiellement. Nous pensons que le rôle des organisations internationales devrait être de soutenir et catalyser les efforts pour le changement local, plus qu'autre chose. Et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui a été un... Donc ici au Malawi, bien que le pays a la vision de réduire la mortalité maternelle à l'horizon 2030, les avortements non sécurisés représentent toujours 18% des morts et des décès maternels dans le pays, c'est-à-dire la 4e cause de mortalité chez les mères enceintes. Et les ONG internationales, les ONG nationales ont adopté une approche complètement erronée, une approche top-down pour répondre à ce problème, en s'adressant principalement aux membres du Parlement, aux leaders religieux, pour promouvoir la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Mais cette démarche était complètement vouée à l'échec. Elle a toujours été vouée à l'échec. Et je doute, à vrai dire, qu'elle réussisse dans un futur proche. Et donc, toutes leurs tentatives ont échoué. Et ce qui est vraiment triste, à vrai dire, c'est que les membres du Parlement ont accepté donc d'aider les femmes enceintes d'aider leurs familles à organiser leurs funérailles, les femmes qui sont mortes donc d'avortements non sécurisés, mais ils n'ont pas accepté de les soutenir, à les aider à les garder en vie en votant pour la loi sur l'IVG.
Donc voilà, on est face à ce paradoxe où on voit aussi que les leaders religieux oppressent réellement leurs membres parce que ils leur empêchent d'avoir un débat autour de l'avortement lui-même. Et à vrai dire, le débat sur l'avortement n'est pas une question de bien ou de mal. Il s'agit de sauver la vie de femmes qui sont au bord du désespoir, qui sont prêtes pour mettre un terme à leur grossesse, elles sont prêtes à utiliser des substances toxiques, des objets dangereux. Mais donc, ces représentants du gouvernement non, cela ne les dérange pas de les enterrer et pourtant ils continuent à prêcher l'amour, vous voyez. Je vais conclure. Alors, nous pensons que ce sont les communautés qui sont directement affectées par les problèmes sociaux qui devraient prendre les décisions pour que ces personnes ne soient pas simplement des récipiendaires passifs de l'aide internationale, mais que ces personnes soient réellement impliquées activement dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation des programmes de santé sexuelle et reproductive. Et nous espérons que les ONG internationales écouteront vraiment les parties prenantes communautaires et nationales et prendront des mesures concrètes pour démontrer qu'ils sont sérieux et qu'ils veulent vraiment du changement, parce que le changement réel, le progrès réel ne pourra pas prendre une autre décennie. Que vous pensez que ce que les ONG internationales puissent faire. Et j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que la co-création, ça peut pas être simplement une consultation. Et donc, c'est important de souligner que les expériences des personnes locales doivent vraiment diriger l'agenda, les priorités. Juste quelques mots, parce que je crois que beaucoup d'entre nous ici, je crois que tout le monde n'est pas au courant de ce que vous avez fait dans ce groupe de travail. D'accord, pas de problème. Alors, la feuille de route mondiale pour l'action, c'est une coalition d'organisations locales, principalement dans les pays du Sud, qui se sont attachés à définir, à concevoir une stratégie mondiale pour impliquer significativement les jeunes et les adolescents et promouvoir leurs droits en matière de santé sexuelle. Donc, cette organisation, plusieurs organisations partout dans le monde ont travaillé là-dessus et ça a été lancé en 2022 à la conférence internationale sur la planification familiale en Thaïlande l'année dernière. Et ce que ce groupe essaye de réaliser, c'est de renforcer les organisations locales qui travaillent dans cet espace et de soutenir différents domaines thématiques pour veiller à ce que les jeunes aient un rôle actif dans le domaine de la justice reproductive et les droits des jeunes. Donc, cet engagement, en fait, ce qu'on veut, c'est que leur implication soit significative. Et je ne vais pas ici parler de la définition de ce qu'on entend par significatif, mais ce qu'on va faire aussi, ce groupe va apporter un renforcement de compétences aux organisations et aux personnes qui participent. On a un événement qui va avoir lieu très prochainement à la conférence Women Deliver. Et beaucoup de nos organisations vont participer à un atelier de 2 jours de renforcement de compétences. Et puis, on va aussi parler de comment rendre cette stratégie comment s'assurer qu'elle ait un impact un peu plus concret dans les pays qui sont impliqués. Donc, on va faire ça en plus d'une conversation qu'on va mener avec les bailleurs de fonds. Ça, c'est un événement en parallèle qui va avoir lieu dans le cadre de la conférence Women Deliver le 18 juillet. Donc ça, ce sera à 1h de l'après-midi à Kigali, heure locale. Si vous pouvez participer, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez prendre part à cette conversation.
Et puis si vous vous trouvez en personne à Kigali, n'hésitez pas à passer au stand de Johns Hopkins. Moi, je serai là-bas. Et puis, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous impliquer et participer. Donc, bien sûr, c'est un groupe qui n'est pas fermé. On est ouvert encore à impliquer des acteurs, des jeunes acteurs locaux. Et voilà, je vous remercie. Merci Goodness pour nous avoir mis à jour à la dernière minute. Et puis, j'ai mis dans le chat plusieurs liens. Et en fait, la raison pour laquelle on voulait parler de ça dans cette session aujourd'hui, c'est parce que c'est un très bon exemple d'un exemple qui n'est pas parfait, évidemment, rien n'est parfait, mais c'est un exemple de comment est-ce qu'on a essayé de transférer le pouvoir de manière plus systématique. Et donc, c'est ce qu'on voulait, on voulait souligner cet exemple-là en particulier. Il nous reste à peu près 25 minutes et j'aimerais vraiment qu'on ait une discussion plutôt, puisque je crois que chacun d'entre nous a donné un aperçu assez général pourquoi est-ce que ce transfert de pouvoir est important pour eux. Et je pense que une grande partie de cette discussion, c'est de s'accorder un peu à savoir ce dont on parle exactement et définir ce dont on parle. Mais Ernest, c'est assez impressionnant de voir tout ce que vous avez réussi à faire, à mobiliser au niveau local au Malawi. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de transfert de pouvoir? Et puis, vraiment, j'aimerais en connaître un peu plus sur voilà, l'exemple que nous a présenté Goodness. C'est un exemple concret de comment est-ce que le pouvoir a été transféré. Et normalement, c'est Goodness qui devait animer la conversation interactive, mais je crois que sa connexion vient de faillir à nouveau. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais m'en charger, mais c'est une opportunité pour nous tous et toutes. Cette conversation doit offrir un espace sûr pour parler librement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est une question, je m'adresse à vous toutes et tous. Qu'est-ce que vous faites dans votre travail? Ou est-ce que s'il y a quelque chose que vous avez envie de dire au reste du groupe, n'hésitez pas à prendre la parole. Et si vous avez des questions pour nous aussi. Donc, je vais ouvrir Amanda. Ah, Goodness, tu es de retour. Vas-y, la parole est à toi. Je vois que Banshee avait levé la main, mais bonjour Banshee. Alors, n'hésite pas à... Est-ce que tu pourrais voilà, nous dire ce que tu as à dire? Oui, merci à vous toutes et tous pour organiser cette conversation. Alors moi, je suis la directrice Afrique basée à Addis en Éthiopie pour MSI. Donc un peu comme Asiata, je fais partie d'une ONG internationale, mais je suis basée localement à Addis. Donc ce que je voudrais dire, enfin d'abord dire que j'apprécie vraiment la diversité de pensée qui a été exprimée ici et la représentation aussi de différents regards du continent. Ça, j'apprécie beaucoup dans ce panel. Moi, ce que je voulais vous transmettre, c'était quelques idées, points de discussion, de réflexion. Voilà, des points auxquels on pourra continuer à réfléchir dans les prochaines semaines. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'au lieu de parler de la décolonisation ou la nationalisation, j'aimerais vraiment qu'on se focalise sur le transfert du pouvoir ou le changement du pouvoir. Je pense que c'est un concept très puissant et je crois que c'est une meilleure manière de réfléchir à ce que cette conversation doit être. Parce que si on parle de décolonisation, eh bien, il y a un colonisateur et un colonisé. Et ce qui m'inquiète ici, c'est qu'il y a des victimes, alors qu'on parle des personnes qui sont en train de travailler dans cet espace. Et on tend
Donc moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que cette conversation soit conçue comme un transfert de pouvoir plutôt en comprenant bien que le pouvoir c'est quelque chose de structurel. Et on sait que depuis des décennies, certains types de financement, voire même d'ambition dans le secteur de la santé et des droits sexuels et reproductifs, eh bien quand on veut changer les structures de pouvoir, on part du principe que ça va prendre du temps. Donc, par exemple, on se dit ça va prendre 2-3 ans. Et ma question comment est-ce qu'on définit ça? Quel temps ça doit prendre vraiment? De mon point de vue, je pense que l'une des questions clés que je me pose toujours quand je lis les différents articles sur ces problématiques, c'est que qui sont les bénéficiaires qui sont inclus dans ces conversations sur le transfert de pouvoir dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive? Est-ce qu'on est en train d'inclure les dirigeants africains ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de complètement différent? Et moi, de mon point de vue, je crois que notre objectif, ça doit être de parler du transfert de pouvoir en ce sens que ça doit bénéficier aux femmes dans notre continent. Sinon, on va... il faut pas... Je pense que si les bénéficiaires ultimes de cette conversation doit être d'assurer l'accès à la santé sexuelle et reproductive sur le terrain pour nos communautés, de manière inhérente, en fait, essentiellement, ça implique qu'il faut que on ait une meilleure compréhension, que les personnes localement aient une meilleure compréhension et qu'il y ait un dialogue aussi autour de l'avortement, etc. Ce sont ces personnes-là qui vont avoir accès au final à ces services-là qui doivent être impliquées dans les conversations. Et un dernier point, et puis je vais vous rendre la parole bien sûr, et puis je pourrais écrire mon dernier point dans le chat, mais je pense que l'une des choses que je voudrais vraiment qu'on fasse vraiment attention en faisant écho à ce que Assiata disait, c'est que qui définit le pouvoir, qui évalue le pouvoir et qui décide, qui dit ces entités sont les bonnes, ont la bonne structure de pouvoir, sont décolonisées ou nationalisées et devraient donc être ceux qui dirigent l'agenda, ceux qui reçoivent les financements. Parce que si on dit que ce sont les femmes qui sont les bénéficiaires ultimes de cette conversation, donc moi j'aimerais vraiment que ce ne soit plus les bailleurs de fonds qui définissent quelle est la bonne structure de pouvoir correcte aujourd'hui pour l'agenda de santé sexuelle et reproductive dans un continent africain, dans notre continent. Je crois que et moi, je dis ça parce que je trouve que ça nous retire de pouvoir, en fait. On est tous et toutes impliqués dans ce travail, mais je pense que si ce sont les dirigeantes locaux qui définissent, parfois ça retire du pouvoir aux personnes qui vraiment connaissent le contexte local, qui savent ce qui sera bénéfice ou non, pour l'agenda de la santé sexuelle et reproductive localement. Donc moi, je suis vraiment contre cette mentalité d'opposer les ONG internationales et nationales parce que, vous savez, nous, dans notre ONG, localement, il y a peut-être que 3 personnes qui ne sont pas africaines, vous voyez. On est une ONG internationale, mais beaucoup de personnes qui travaillent là sont locaux. Alors que beaucoup de personnes qui sont dans des positions de pouvoir n'en ont rien à faire, à vrai dire, de ce qui se passe aux femmes, de leur accès ou non à la santé sexuelle et reproductive. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je vais écrire mon dernier point dans le chat.
Oui, merci vraiment infiniment pour ces commentaires qui sont très précieux. Je suis entièrement d'accord. On voit beaucoup que parfois on transfère le pouvoir aux communautés locales, etc. Et donc c'est pour ça que cette conversation est importante en fait. C'est ce qu'on essaye d'impulser dans cette communauté de pratique, c'est d'échanger donc ces points de vue et comment est-ce que on peut avoir une discussion continue et s'assurer de recueillir différentes ressources et on espère que vous pourrez toutes nous faire part de vos ressources pour les transmettre au reste de la communauté. Alors, ce qu'on aimerait tirer de cette conversation, c'est apprendre et pouvoir prendre du recul aussi. Donc vraiment, merci pour vous. Moi, je vais lire la fenêtre de chat puisque je vois qu'il y a beaucoup de messages. Aïsata, je vois que tu avais levé la main, je vois que tu viens de l'arbre et c'est peut-être que c'était une erreur. Mais j'ai une question dans la fenêtre de chat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que les groupes marginalisés sont impliqués, engagés significativement dans les programmes de santé sexuelle et reproductive? Ce serait donc, si vous pourriez nous en dire un peu plus comment vous les impliquez de manière significative. Saïda, est-ce que tu as des exemples concrets de comment comment est-ce que vous assurez qu'il y a un engagement significatif des jeunes? Saïda, je vois que ta main est levée. Vas-y, la parole est à toi. Merci, je vais répondre très rapidement parce que j'ai pas vraiment d'exemple concret là tout de suite. Mais ce que je voudrais dire, plusieurs choses. Même pour répondre aussi à ce que disait Ernest, je voudrais réagir sur ce qu'il disait. Je crois que sur ce sujet précis, et je sais pas pourquoi je parle en anglais. Je vais repartir en français. Donc, je n'ai pas de réponse spécifique pour comment est-ce qu'on engage les personnes avec vivant avec un handicap, mais en lien avec cette question, avec des choses que Ernest a dites ou qui ont été dites dans cette réunion. Sur le sujet aujourd'hui sur lequel on est sur la redistribution ou le transfert du pouvoir et lié à la localisation. On a entendu beaucoup de choses aujourd'hui sur le pouvoir vers les communautés locales, les organisations locales. Et je suis désolée, je vais jouer l'avocat du diable. Ça fait plus de 30 ans que je travaille. Je viens du développement local. Ça s'est appelé développement local, ça s'est appelé développement intégré, parce que ça fait longtemps que je suis là. Donc, c'est des vieux termes que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être même pas jamais entendus. Après, on a été sur la décentralisation, etc. Et c'était toujours à propos de cette prise de décision locale. Maintenant, quand on parle de ce transfert de pouvoir vers les organisations locales, entre guillemets, ou les partenaires locaux, entre guillemets, je repose la question, qu'est-ce que ça veut dire dans nos pays? Qu'on veuille transférer le pouvoir dans nos pays d'intervention, et c'est en lien avec cet engagement sur les personnes plus jeunes, les personnes marginalisées. L'engagement des communautés, l'engagement des personnes marginalisées, c'est du débat de société, c'est de la démocratie et c'est du rôle de mouvement citoyen. Et aujourd'hui, on est face, je pense, à quelque chose et c'est pour ça que je reviens sur les ONG et les organisations de la société civile. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, les ONG ont pris une place en Afrique où il n'y avait pas ces mouvements citoyens suffisamment équipés techniquement pour travailler sur le dialogue démocratique, sur cet engagement des communautés. C'est terminé. On a des organisations de la société civile qui savent très, très bien faire ça. En nous poussant, alors, dans les ONG, quelle est la différence si on prend le secteur de la santé sexuelle? On peut travailler sur l'avortement. Je viens du Mali. On peut pas travailler sur l'avortement au Mali. C'est impossible. Par contre, les organisations de la société civile peuvent travailler et faire le plaidoyer parce que des ONG, internationales ou nationales, techniquement, apportent des données pour soutenir leur plaidoyer. Cette association du mouvement citoyen et de l'appui technique pour soutenir un plaidoyer et aller parler devant les politiques,
c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on a vraiment eu un glissement du rôle de ces ONG internationales ou qui deviennent nationales, où elles viennent soutenir des mouvements citoyens. Et en fait, dans toute cette discussion qu'on a aujourd'hui, quand j'entends qu'il faut soutenir l'engagement des communautés, ça fait 30 ans qu'on dit ça. C'est la responsabilité de nos pays. Je veux dire, je n'admettrai pas qu'on vienne travailler au Mali à ma place sur le mouvement citoyen pour pouvoir avoir un dialogue démocratique, des jeunes qui se sentent équipés. Par contre, effectivement, aujourd'hui, de fait, on a besoin du travail de l'assistance technique dans les ONG, qu'elles soient internationales ou nationales, pour soutenir ces mouvements citoyens de jeunes et se faire entendre. Parce que ce transfert de pouvoir dont on discute entre ce qu'on appelle le Nord global et, on va dire, l'Afrique, au sein de nos pays, on a le même problème sur un transfert de pouvoir intergénérationnel. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si nous, on ne maintient pas ce travail où on peut faire élever la voix des plus jeunes qui sont majoritaires, à les aider à se positionner dans le bon sens politiquement avec des données, on peut faire tout ce qu'on veut sur le travail de localisation, ça ne va pas se passer. C'est pour ça que je disais, regardez quel est notre rôle aujourd'hui pour soutenir ce qui se passe. Et je lis ça à cette question sur des exemples pour soutenir de quelle manière les ONG qui interviennent aujourd'hui, et particulièrement internationales, connaissent ce qui se passe dans les pays d'intervention en termes de pouvoir de décision. Je veux bien interroger, je ne vais pas prendre un pari hasardeux, mais je l'ai fait dans les ONG internationales, particulièrement qui ne sont pas francophones, qui ne sont pas européennes, qui connaissent, et je viens de l'Afrique de l'Ouest, les processus de décentralisation en Afrique de l'Ouest, qui s'est penché sur ce que ça veut dire pour les jeunes aujourd'hui, dans quels espaces est-ce qu'ils peuvent vraiment discuter, apporter des données. C'est pas seulement dans la communauté. Il y a des espaces officiels dans lesquels ils peuvent intervenir et c'est ce qui leur permet d'aller sur la gouvernance de cette décentralisation, de cette localisation power shifting. Et moi, ce qui me manque vraiment, c'est de remettre ce débat où on veut appuyer une localisation sans trop vraiment regarder où sont les espaces citoyens et les processus qui existent, parce qu'ils existent. Donc, si on fait un regard uniquement programmatique, et je rejoins Benchi sur à qui ça sert vraiment, soyons honnêtes, aujourd'hui, on se penche et on accélère parce qu'en tant qu'ONG internationale, on a un problème de financement. La question de la localisation, mes partenaires, et je ne veux pas dire locaux, mes partenaires dans les pays d'intervention me disent non, ce n'est pas une question de localisation, c'est une question de relocalisation du pouvoir. Et voilà, donc je pense que ce que Benchi a d'expliquer, c'est ça. Et pour moi, c'est question d'exemples concrets. Si on va là-dessus, je pense qu'on s'éloigne du cœur du débat parce que la question, c'est localement, entre guillemets, où ce discours d'aujourd'hui, ce débat existe. Qui a l'argent pour faire de tels espaces de dialogue? Est-ce que les bailleurs sont tournés vers les organisations dans les pays d'intervention en disant voilà les moyens pour discuter de ce concept qu'on est en train de vous imposer et qui conditionne les accès aux fonds pour travailler? Je pense que c'est vraiment important de ne pas trop s'éloigner sur des choses qui relèvent du développement local et des relations dans le secteur du développement. Sinon, on ne va pas résoudre ce qui nous bloque aujourd'hui, je pense. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Aïssata. J'espère que ça aura répondu un peu à vos questions. Nandita vous a mis des liens dans la fenêtre de chat. Vous pourrez trouver des ressources importantes sur comment impliquer les jeunes de manière significative. Et à vrai dire, quand on parle d'impliquer différents groupes marginalisés, ce qu'on veut dire aussi, c'est que c'est très important de les considérer comme des partenaires d'égal à égal. Et ça, c'est un écart énorme qui doit encore être surmonté. Est-ce que finalement, dans nos efforts d'engagement, il faut qu'on ait une approche qui soit constructive et qu'on considère nos interlocuteurs comme des égaux, comme des partenaires d'égal à égal. Et il faut les respecter, qu'on écoute plus aussi, c'est important, et qu'on comprenne leurs besoins. Et on sait qu'il y a toujours des défis, bien sûr, quand plusieurs groupes différents travaillent ensemble, mais
the necessary adjustment to accommodate people living with disability. We already know that many institutions, organizations don't have. Mais quand on parle donc de transfert, de changement de pouvoir, on parle aussi de ça, ça implique ça aussi. Comment est-ce qu'on s'adresse aux personnes qui ont des besoins uniques, différents de nous? Je vais donner la parole à ceux qui veulent la prendre maintenant. Et si vous avez des questions, je vais vous demander, comme on doit bientôt conclure cette session, si vous voulez prendre la parole, est-ce que vous pouvez être bref et faire en sorte que vos commentaires ne soient pas plus longs qu'1 minute. Mais je voudrais aussi vous dire que je suis vraiment... Alors, moi, j'aimerais... donc, je voudrais dire que là, dans la fenêtre de chat, vous verrez qu'il y a plusieurs ressources qui ont été transmises, en particulier sur, dans le domaine des droits à l'avortement. Et je vois aussi des commentaires de Banshee, quelqu'un qui veut rebondir ce que Banshee disait tout à l'heure. Et ce qu'on voudrait aussi souligner, c'est que ce qui est important, c'est que les priorités doivent avant tout être définies au niveau des communautés. Et merci beaucoup pour avoir amplifié cette pensée-là. Je vais donner la parole à Iman Subasu, et pardon si j'ai écorché votre nom. Bonjour à tous, je fais partie du Rotary International. Je voudrais vous dire que j'ai un point de vue assez différent. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plutôt de partage de pouvoir plutôt que de transfert de pouvoir? Je sais que je n'ai qu'1 minute, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'autres façons on parle de travailler. Il y a le plaidoyer, l'assistance technique, l'assistance numérique. Donc nous, au Rotary, et ce sera mon dernier message, je vais essayer de conclure sous 1 minute, mais on aimerait, au Rotary, qu'au niveau mondial, en fait, on voudrait qu'il y ait une sorte de plateforme pour qu'on ait donc une plateforme tactique au niveau mondial pour échanger avec des sages-femmes, des pédiatriciens, etc. Et en parallèle, au niveau des pays, il faudrait qu'il y ait des espaces nationaux pour se réunir. Et donc voilà, j'aimerais vous inviter. C'est une invitation à travailler ensemble dans une dynamique solidaire entre les pays du Nord et du Sud, car personne ne doit dominer par rapport à un autre. On doit tous travailler ensemble de manière collaborative. Oui, merci. Et vous avez tout à fait raison. On sait que il y a un écart entre... il y a des dynamiques de pouvoir. Il faut aussi reconnaître qu'il s'agit de partager le pouvoir, bien sûr. Et cette discussion sur le transfert de pouvoir, l'objectif commun, bien sûr, c'est que le pouvoir, au final, soit partagé. Power structures and power dynamics, and we would love to learn more about what the Rotary International is doing in this respect. Si vous voulez faire partie donc de la communauté de pratique, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra poursuivre cette conversation. Bonjour et merci pour l'opportunité. Je m'appelle Grace Ibor et je vous parle du Nigeria.
ce que je voudrais vous dire à votre communauté de pratique, c'est que de mon expérience, c'est que la participation des jeunes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive est très faible d'un point de vue institutionnel, et on a beaucoup de jeunes au Nigeria. Et si on n'arrive pas à impliquer cette masse critique de jeunes pour créer un système organisé et s'assurer que leur énergie, leur force soient mises à profit vraiment, je crois qu'on est un peu en retard, à vrai dire, là-dessus, mais bon, si on veut s'engager, s'impliquer au Nigeria dans des comités, par exemple à l'université, cette institution doit comprendre pourquoi est-ce qu'il doit faire attention aux besoins de santé sexuelle et reproductive des jeunes en milieu scolaire. Par exemple, dans mon université, il y a beaucoup de jeunes qui demandent des services de santé sexuelle et reproductive et aussi des communautés de planification familiale, mais il n'y a pas de système au niveau de l'université. Il n'y a pas une vraie compréhension sur comment est-ce qu'on peut amener ces communautés plus près des étudiants et des étudiantes. Donc peut-être qu'on aura besoin ici d'un partenaire international pour pouvoir apporter ces services. Donc je pense que c'est important qu'on prenne en compte cette masse critique de parties prenantes. Oui, merci de nous parler des questions qui sont importantes dans votre contexte. Moi-même, je peux dire que quand on conçoit des programmes pour les jeunes, en fait, oui, souvent il y a des processus de consultation en place, mais on l'a déjà dit, ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment de transférer, de partager le pouvoir. Et un autre mot qui a été prononcé récemment, revendiquer le pouvoir. Donc ça, c'est une autre terminologie importante, intéressante. Il faut qu'il y ait un transfert de pouvoir avant de pouvoir le partager. Et donc ça, c'est ce qui a été dit dans la fenêtre de chat. Et donc, faut garder à l'esprit que le but, c'est vraiment ici l'équité, c'est de trouver. Le but, c'est un monde où la prospérité soit partagée, soit commune, et quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Donc, on espère qu'à travers cette conversation et toutes les conversations qu'on va mener, on pourra avoir plus de compréhension, plus de ressources. Et je vois beaucoup de points de vue très intéressants dans la fenêtre de chat. Je voudrais vous remercier. Je sais que j'ai plus de temps. La réunion arrive à sa fin, mais je voudrais vraiment vous remercier pour votre intervention. Oui, merci vraiment à tous pour vos commentaires qui sont honnêtes. Et c'est vraiment ce qu'on voulait essayer de faire, c'est de créer un espace qui soit libre, ouvert, où tout le monde puisse partager leur point de vue. Alors, rapidement, avant de conclure, si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre la communauté de pratique sur le lien qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez partager vos ressources, vos webinaires, etc. Si vous êtes inscrit quand vous vous êtes inscrit à cette réunion, il y avait une question, donc vous avez pu vous inscrire automatiquement à la communauté de pratique ou non. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez cliquer sur ce lien. Alors, on a déjà parlé de la conférence Women Deliver. Ce qu'on voudrait répéter aussi, c'est qu'on va mener plusieurs webinaires dans les prochains mois. Si vous êtes intéressé par
organiser un de ces webinaires, n'hésitez pas à nous joindre. C'est vraiment un espace ouvert pour nous tous et toutes. Et maintenant, je vais rendre la parole à Goodness qui va conclure cette réunion et avoir le dernier mot. Goodness, est-ce que tu veux prendre la parole? Can you hear me? Yes, I can hear you. Ok, la dernière question, et simplement, je voudrais... Vous pouvez inclure vos réponses dans la... C'est une question ouverte. Est-ce que vous pouvez écrire vos réponses dans le chat? Qu'est-ce que vous pensez de la conversation d'aujourd'hui? S'il vous plaît, soyez le plus honnête et ouvert possible. C'est une discussion sur le transfert de pouvoir, donc n'hésitez pas. Comment est-ce que cette conversation vous fait sentir? Comment est-ce que vous vous ressentez? Si vous voulez, vous pouvez répondre par un mot, par une phrase. Et merci à nos panélistes pour votre discours qui a été passionné. Ernest et Goodness et Otuk, on a vu vos feedbacks et dans le chat. Et donc, merci beaucoup. Je peux lire, j'arrive à voir que vous avez écrit des commentaires sur cette conversation. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de voir que cette conversation a eu du sens pour vous. Restez en contact avec cette communauté. Et une autre session, si vous avez donc des ressources à partager, des manières particulières dont vous voulez collaborer,